La transformation qu'on conduit à France Travail, moi je ne crois que à la démonstration par la preuve. Par définition, France Travail est un animateur de l'écosystème de la formation pour apporter les bonnes formations au bon moment aux bonnes personnes. Il faut bien avoir en tête que le marché du travail a énormément évolué sur ces 30 dernières années. Là où une compétence avait une durée de vie de 30 ans, elle est maintenant à 2 ans. Là où on changeait d'emploi 2 ou 3 fois dans sa vie, et encore, maintenant on est à 10, 12, 15, 18 changements. Donc ça doit réinterroger complètement la manière dont on oriente tout au long de la vie, dont on forme tout au long de la vie, dont on accompagne les personnes dans ces trajectoires professionnelles extrêmement mouvantes et dynamiques. Parmi les différents objets qu'on développe, il y a notamment effectivement MatchFT, qui est un petit peu le cœur quand même de ce qu'on peut attendre d'un service public de l'emploi. Quand je dépose une offre à France Travail, comment vous pouvez m'aider à m'envoyer des bons candidats ? Dans nos organisations, il y a beaucoup de temps perdu à l'administratif. Et donc ça fait partie de la transformation, c'est de chasser, de faire la chasse à toutes ces procédures et à tous ces temps administratifs qui nous rendent moins efficaces et qui font qu'on a moins de temps humain. On a un gros plan d'efficience, l'IA y participe avec le ChatFT, c'est des centaines de cas d'usage. J'ai une directrice d'agence, ses entretiens annuels, avant elle mettait 1h30 pour les préparer, maintenant elle met 15 minutes. On a besoin de relations humaines, mais tout le monde n'a pas besoin des mêmes relations humaines avec la même intensité au même moment. Et c'est là où tous les gains qu'on est en train de faire sur l'administratif, ça va être pour redéployer nos conseillers qui, eux, se lèvent tous les matins pour être à l'écoute des gens, de mettre de l'empathie, de mettre du soutien sur ceux qui, à un moment donné, en ont le plus besoin. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois et demi, nous recevons un dirigeant d'entreprise qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique, via l'informatique quantique ou la réalité immersive, ou encore le spatial, les sciences de la vie ou des matériaux, les crypto-monnaies, la cybersécurité et bien sûr la décarbonation. La combinaison de ces technologies, qui est la caractéristique de cette 4e révolution industrielle, de cette hyper-transformation, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de développement des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter, de se transformer en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter comme si vous y étiez les coulisses et les impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale à l'œuvre. Après Nicolas Dufourcq et Marie-Ange Debon ce début d'année 2025, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Gully, directeur général de France Travail, avec qui nous allons discuter pendant près d'1 heure de toutes les transformations en cours au sein de l'ex-Pôle emploi. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir à ce micro. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es en forme ? Je vais très bien, je suis très en forme. Tu es né à Lille il y a 48 ans, tu es diplômé de l'ESCP et tu as déjà derrière toi une longue carrière d'entrepreneur social. Tu as dirigé et ou fondé une quinzaine d'entreprises en 20 ans, que ce soit dans l'économie circulaire, la logistique, le numérique, la viticulture ou la construction, avec toujours le même dessein en tête, créer des emplois pour ceux qui en sont le plus éloignés, afin, grâce au travail, de leur redonner de la dignité et de l'autonomie. Il s'agit des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées, des sans-abri de plus de 50 ans, des prisonniers, etc. Macroniste d'avant la première heure, tu as été récemment haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et l'artisan à ce titre du plan Un jeune, une solution pendant le Covid, et puis chargé de la préfiguration de la transformation de Pôle emploi en France Travail, dont tu es devenu le DG en 2024. À titre privé, tu es marié, tu as 3 enfants, tu adores le camping sous tente Quécha et les trails nature ou les virées VTT avec tes potes dans le Nord. Quant à France Travail, l'ex-Pôle emploi, sa mission principale est d'indemniser les demandeurs d'emploi et de les accompagner vers le retour à l'emploi et d'assister les entreprises dans leur recrutement. Tu emploies près de 56 000 personnes, pilotes un budget de 7 milliards d'euros, diffuses près de 12 millions d'offres d'emploi par an, accompagne 6 millions de demandeurs d'emploi et gère 900 agences en France. Je t'ai proposé de faire ce podcast parce que tu mets actuellement en œuvre une transformation publique d'une ampleur
inconnue en France. Une transformation culturelle, organisationnelle, institutionnelle et économique profonde, comme tu le précises souvent, qui ne se résume pas à la mise en œuvre d'un texte de réforme, ni à une simple évolution des pratiques en quelques mois. Alors, pour commencer, comment tu définis ta mission chez France Travail et, dans les grandes lignes, la transformation que tu es chargé de conduire depuis 15 mois? Ma mission à France Travail, c'est évidemment, comme tout dirigeant, en fait, c'est d'aider un collectif à se fixer un cap, à s'en donner les moyens et à articuler finalement des enjeux stratégiques de long terme avec la mise en œuvre au quotidien, au plus près des besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises dans chaque territoire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, le cœur de la transformation de Pôle emploi à France Travail, évidemment, c'est pas un changement d'enseigne, hein. C'est que d'abord, on a, comme tu l'as dit, fait une mission de préfiguration. Et ça, je pense que c'est important, en fait, pour préparer une grande transformation qui implique énormément de parties prenantes. C'est de poser les constats et qu'ils soient partagés et d'écrire finalement la feuille de route de la transformation en donnant une visibilité à chacun sur le rôle et les impacts que ça va pouvoir avoir sur son propre fonctionnement. Donc ça a duré quand même près d'un an. Et d'ailleurs, c'est un plan de transformation 2024 jusqu'à fin 2027. Parce que tout ça, ça prend... un an de préparation du pour temps. 3 ans de mise en œuvre. Voilà. Ensuite, effectivement, France Travail est au cœur d'une politique publique. Il y a plein de politiques publiques à conduire, mais une politique publique qui est quand même assez importante et qui se résume assez simplement à comment on fait pour que chaque entreprise, chaque employeur dans ce pays puisse recruter facilement, rapidement et simplement. Parce que tout ça, c'est affaire de création d'emplois, de compétitivité économique, de cohésion sociale dans les territoires. Et c'est comment on permet à chaque Française, chaque Français de pouvoir trouver sa voie, de pouvoir mobiliser la confiance, les ingrédients, les qualifications, les conditions pour pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle de la meilleure façon possible. C'est ça la raison d'être et la mission de ce service public de l'emploi. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser ça, il y a énormément d'acteurs. On a d'ailleurs la chance de vivre dans un pays qui se mobilise sur ces enjeux sociaux de façon très forte. Mais la multiplication des acteurs, le saucissonnage des compétences fait qu'on inflige la complexité de notre système aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises. Et donc, c'est un renversement de l'équation qu'on propose en ayant finalement une approche centrée utilisateur, d'aucuns diraient même client. Oui, j'allais te poser la question, comment tu les appelles? C'est des clients, des usagers, des utilisateurs, des partenaires? Écoutez, c'est d'ailleurs, si on se dit les choses, et je pense d'ailleurs que le champ lexical fait partie de la transformation d'ailleurs dans un projet, mais en tout cas au moins des utilisateurs et d'une certaine manière, en tout cas pour les entreprises, des clients. Moi, l'objectif, c'est que chaque entreprise en France, quelle que soit sa taille, quel que soit ses besoins, sache qu'elle peut compter sur France Travail pour l'aider à trouver les bons candidats. Donc ton job, pour résumer, c'est de rendre le marché du travail plus efficace et plus fluide afin de résoudre ce paradoxe de candidats et de talents qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et d'entreprises qui n'arrivent pas non plus à recruter. Exactement. Et pour pouvoir faire ça, il fallait changer un petit peu le mode de fonctionnement collectif. Chacun travaille donc dans son couloir de nage, là où en fait les personnes comme les entreprises ont besoin des bonnes solutions au bon moment. Et donc la première des choses qu'on a faites, c'est de dire il faut que nous connaissions toutes les personnes qui sont dépourvues d'emploi. C'est l'inscription de tous à France Travail. C'est désormais en acte depuis le 1er janvier. Vous savez, beaucoup l'ignorent, mais vous avez des bénéficiaires du RSA, il y en avait plus d'1 million qui n'étaient pas inscrits à France Travail, alors que pourtant, ils ont besoin de retrouver un travail. Énormément de jeunes sans qualification qui n'étaient pas inscrits. Et on pourrait aussi parler de ceux qui sortent parfois de l'université ou du lycée professionnel, ou qui arrivent primo-arrivants de l'immigration, ou qui sortent de prison. Donc, ce qu'on veut, c'est déjà connaître toutes les personnes qui, sur un territoire, recherchent un travail. De l'autre côté, la même chose pour les entreprises. Parce que si on ne connaît pas et si on n'a pas les bonnes données, si on n'a pas les bonnes datas, on ne peut pas traiter le problème. Alors, ce qui est complètement dingue, c'est de se dire qu'il a fallu attendre... L'ancêtre de France Travail, c'est la NPE qui a été créée en 1967 par Jacques Chirac. C'est dingue de se dire qu'il a fallu attendre tout ce temps pour mettre en connexion et les demandeurs et l'entreprise pour avoir une véritable transformation de l'organisation pour permettre cette rencontre qui ne se faisait pas jusqu'à présent.
Juste avant de continuer sur France Travail, il y a une personne qui souhaite revenir sur ton parcours parce que ça l'interpelle de savoir comment, quand on a fait une grande école de commerce comme le SCP, on se retrouve à faire de l'entrepreneuriat social. Et donc, c'est Marie-Ange Debon, qui est la présidente du directoire du groupe Keolis et la présidente invitée du podcast, qui te pose cette question. Tu l'écoutes et lui réponds après. Bonjour Thibaut, je voulais savoir si ton parcours dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire t'inspire pour la transformation de France Travail. Quel enseignement as-tu tiré du monde de l'ESS pour France Travail ? Ouais, c'est une question intéressante de Marie-Ange Debon, et on travaille très bien avec Keolis. Bien sûr que ça m'a amené énormément d'apprentissage, de conduire donc, pendant 20 ans en fait, un groupe associatif très entrepreneurial, où le principe est simple. Moi, j'ai toujours cru dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mobiliser des équipes pour pouvoir résoudre des problèmes. Simplement, la différence avec l'entrepreneuriat social, c'est que la cause, la finalité, c'était de remettre le pied à l'étrier de personnes qui étaient en grande difficulté. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, j'ai commencé avec les personnes sans abri. Même avant ça, j'ai d'ailleurs œuvré à Calcutta, mais dans une autre dimension avec les enfants des rues. Mais des personnes sans abri, des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap. Et on a monté plein d'entreprises pour faire la démonstration qu'on pouvait avoir des entreprises extrêmement performantes, extrêmement innovantes dans l'économie circulaire, dans le numérique, dans la supply chain, plein d'exemples sur lesquels on a créé de la valeur économique et opérationnelle, on a innové en le faisant parfois avec 70-80% de personnes sur qui personne n'aurait parié. Et donc, mon premier apprentissage, et du coup ma conviction, mais qui n'est pas une conviction théorique, mais qui s'est forgée par la pratique, c'est que personne n'est inemployable. Et que le travail, c'est le cœur de réacteur, si tu me permets cette expression, qui permet à chacun, du coup, de trouver son autonomie, sa dignité, d'exister dans la vie, de se projeter. Le travail, c'est pas tout, mais il est absolument essentiel à cela et il est accessible pour tout le monde. Faut-il encore qu'on adapte parfois les situations, l'écosystème là-dessus. Donc, c'est cette connaissance fine de ça et du coup des mécanismes qui sont à l'œuvre à France Travail et dans son écosystème. Parce que finalement, nous avons la même mission et c'est ça qui est assez fabuleux. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je me levais tous les matins à Arès avec ce leitmotiv de comment permettre à chacun de croire en lui, de retrouver un travail. C'est ce que je fais aujourd'hui à France Travail. Pas avec les mêmes masses. C'est pas les mêmes noms de personnes qu'on s'est juste avec une puissance fois 1000. Et c'est ça qui est d'extraordinaire. Et donc, cette connaissance fine, elle est précieuse au quotidien parce qu'elle me permet de mieux comprendre et de mieux vibrer avec les conseillers qui sont sur les territoires, de mieux articuler les enjeux du numérique et les enjeux humains, etc. Alors, tu le dis souvent, les demandeurs d'emploi ont des besoins uniques en matière de compétences, en matière d'expérience, de questions pratiques comme la mobilité, le logement, la garde d'enfants, la santé, qui nécessitent de prendre en compte toutes ces situations individuelles de manière efficace et à grande échelle. Ça revient à faire, ce que tu dis, du sur-mesure de masse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et concrètement quelle organisation ça nécessite d'avoir mise en place en termes de parcours, d'accompagnement et de temporalité pour faire ce sur-mesure de masse qui semble anachronique en termes de terminologie? On a du mal à voir ce que ça peut être. De masse, tu as rappelé les chiffres au début. France Travail, nous, c'est tous les citoyens et c'est toutes les entreprises. Donc, c'est forcément des chiffres immenses. Je crois qu'il y a 43 millions de consultations par mois sur nos applicatifs. Des millions de personnes à indemniser, des millions d'offres d'emploi auxquelles il faut répondre, des millions de personnes qui nous contactent par divers moyens physiques dans nos agences, au téléphone, par mail, etc. Donc, on a cet enjeu-là. Et pourtant, derrière chaque mouvement, c'est un mouvement différent. Et tous ceux qui nous écoutent ont peut-être connu, ou en tout cas ont eu dans leur environnement, des personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Et les besoins sont forcément très différents entre celui qui exerçait déjà un métier, a envie de toujours exercer le même dans un secteur sur lequel ça recrute. On n'est pas dans la même situation qu'une personne qui vient de se faire licencier pour inaptitude et sur lequel il va falloir l'accompagner à faire un deuil et à pouvoir se reconvertir. Comme tu le dis, un bénéficiaire du RSA qui n'a pas travaillé depuis 4 ans parce que c'est la moyenne des gens au RSA que vous accueillez chez France Travail. Ou un créateur d'entreprise, là où on est le premier business angel de France. Et puis, y compris même dans le rapport psychologique à la situation. Il y a ceux qui vont être en confiance, il y a ceux qui vont perdre assez rapidement confiance
confiance parce qu'ils n'étaient pas préparés à cette situation. Il faut dire qu'on vit dans une société qui regarde les transitions pas forcément de façon toujours très positive. Et donc, c'est comment, en fait, on prend en compte la singularité de chacun, de chaque parcours là-dessus. Et c'est-à-dire qu'on leur apporte une réponse qui est circonstanciée, personnalisée, qui correspond véritablement à leurs besoins et à leur handicap? C'est ce que nous souhaiterions faire. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, toujours au quotidien, parce que c'est presque, d'ailleurs, une gageure que d'imaginer pouvoir adapter, personnaliser totalement le besoin à Pour l'instant, chacun. vous faites la masse, vous faites pas encore le sur-mesure. On fait de plus en plus le sur-mesure, mais on a encore un petit peu de chemin à faire. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. La satisfaction des demandeurs d'emploi, elle n'a fait que progresser ces dernières années. On a encore gagné 1,5 point cette année. On est à 83,7%. Mais d'abord, parmi ces 83,7% de satisfaits, ils ont des raisons d'être satisfaits sur certains aspects, mais ils ont encore des attentes sur lesquelles on a à travailler pour mieux y répondre, et on en a 17% qui ne le sont pas. Et donc, c'est le deuxième élément de la transformation de France Travail, c'est d'avoir cette approche utilisateur sur lequel on a aussi une opportunité inouïe, il me semble, aujourd'hui, c'est les transformations dont tu parlais dans ton introduction. La transformation de la donnée, et donc, par définition, il faut que France Travail devienne totalement data-driven, comme souvent les techs peuvent dire. C'est l'IA générative qui peut devenir le compagnon numérique de l'accompagnement humain qui reste absolument essentiel dans ces enjeux. Et puis, c'est de passer d'une structure finalement assez monolithique, une organisation un peu monolithique qui était centrée sur ses propres objectifs, à une marketplace, d'une certaine manière, de la mise en action de l'ensemble des acteurs publics, privés, associatifs, pour apporter les bonnes solutions au bon moment dans les bons territoires. On va revenir sur chacun de ces points. Juste une question préalable sur la formation, parce que vous êtes aussi un formateur. France Travail forme. Vous avez formé 1 million de personnes en 2024. On se demande à quoi? Parce qu'on sait par exemple que la grande majorité des emplois aujourd'hui qui se créent sont dans les services à la personne. Est-ce que ce sont des formations que vous proposez, des formations vers lesquelles vous orientez les demandeurs d'emploi? Et c'est quoi surtout, en fonction de l'évolution de la conjoncture, des demandes des demandeurs d'emploi ou des métiers qui se créent, les formations vers lesquelles France Travail pousse? On est là pour fluidifier le marché du travail. Et donc, parfois, vous avez à connecter bien un candidat avec une opportunité d'emploi, mais parfois, il y a un gap et vous pouvez avoir un candidat motivé, mais il lui manque une qualification, une compétence ou quelques compétences qui vont faire la différence pour pouvoir rejoindre une entreprise. Et donc, par définition, France Travail est un animateur de l'écosystème de la formation pour apporter les bonnes formations au bon moment aux bonnes personnes. Alors, il faut quand même se dire qu'on est là aussi encore dans un système d'une complexité assez créative dans notre système français. Vous avez le CPF, vous avez les achats de formation par les régions. Nous-mêmes, on achète de la formation. Il y a les branches professionnelles à travers leurs OPCO qui pilotent la formation. Donc tout ça, c'est à la fois d'une grande richesse, mais quand même une grande complexité. D'une complexité certaine. Et donc, mais nous, on est à hauteur de femmes et d'hommes. On les hauteur de baffe, comme dirait Xavier Bertrand. Aussi, connais bien. Aussi en plus de ça, mais déjà au moins de comprendre les besoins. Et donc les formations, elles peuvent être parfois sur des choses assez simples, de soft skills, de remise à niveau aussi. Faut quand même pas oublier les problématiques d'illettrisme, de maîtrise parfois de certains savoirs de base, jusqu'à accompagner vraiment sur des métiers et des métiers plus ou moins élaborés. Par exemple, quand on accompagne la filière du nucléaire, faut identifier des talents qui vont être motivés, qui vont avoir les aptitudes pour ensuite les préparer à devenir des chaudronniers spécialisés dans le nucléaire, des calorifugeurs, des soudeurs avec des techniques particulières. Et donc là, dans le plan en tout cas de France Travail, ce à quoi nous nous attachons, nous, c'est à faire du formé pour recruter. Je pense qu'on a encore un système de formation qui forme les gens en espérant que ça va amener à l'emploi. Là où, quand on a déjà l'emploi, former les gens pour faire en sorte qu'ils rejoignent l'emploi, on est à plus de 85%, voire 90% de réussite, là où aujourd'hui, on n'est même pas à 60% sur la France entière. Donc, gagner en efficience, c'est aussi un des axes, un des leviers, une des obsessions du projet de transformation de France Travail. Il faut qu'on fasse mieux, apporter un meilleur service aux utilisateurs, mais qu'il soit le moins coûteux possible et en évitant les doublons et en évitant les investissements à perte. En clair,
quand on finance une formation à un demandeur d'emploi qui va aller y consacrer parfois 3 mois, 6 mois, 12 mois de sa vie, Il faut être certain que pour ce soit que efficace. 4 fois sur 10, il aboutisse pas à un emploi, vous avez fait perdre du temps à la personne Et de l'argent. et vous avez dépensé de l'argent du concitoyen inutilement. Il y a deux techniques, moi, que je trouve assez intéressantes que vous utilisez chez France Travail pour recruter. C'est, par exemple, les recrutements par simulation ou les approches alternatives qui ne se basent pas sur le CV. Je pense notamment au Stade pour l'emploi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça est amené à se développer pour repérer des talents et des compétences qu'on ne voit pas sur un parcours professionnel? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce que vous faites aussi beaucoup, ce sont les immersions en entreprise, quel que soit leur nom. Vous en avez fait 250 000 en 2024 avec un objectif de passer à 1 million par an à partir de la fin de l'année à travers 100 000 par mois. Pourquoi ces deux techniques, des recrutements par simulation, des approches alternatives de recrutement et l'immersion, sont je dirais des outils d'avenir qui permettent de faire le sur-mesure de masse auquel vous prétendez aller? D'abord, il faut bien avoir en tête que le marché du travail a énormément évolué sur ces 30 dernières années. Là où une compétence avait une durée de vie de 30 ans, elle est maintenant à 2 ans. Là où on changeait d'emploi 2 ou 3 fois dans sa vie, et encore, maintenant, on est à 10, 12, 15, 18 changements. Donc, ça doit réinterroger complètement la manière dont on oriente tout au long de la vie, dont on forme tout au long de la vie, dont on accompagne les personnes dans ces trajectoires professionnelles extrêmement mouvantes et dynamiques. Il faut aussi accompagner les employeurs à recruter différemment. Et ça n'est plus finalement les hard skills, comme disent les Anglais, les compétences dures qui comptent le plus, mais finalement être en capacité d'identifier la bonne alchimie entre les personnes et la culture des entreprises. Pour ça veut dire s'affranchir des recrutements stéréotypés qui traversent, si on se dit les choses, notre marché du travail. Trop jeune, trop vieux, pas le bon diplôme, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Ça fait que énormément d'employeurs passent à côté des bons candidats. Et donc, on oublie souvent que France Travail doit accompagner les employeurs à ça. Hier, j'étais à Romorantin avec Careco, une entreprise qui se développe sur... avant, on appelait ça une casse automobile. Maintenant, ça s'est très fortement développé parce qu'il y a l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi. C'est extrêmement élaboré. Par définition, il recrute beaucoup avec France Travail. Et il dit, vous nous apportez des services qui sont extrêmement précieux. J'avais d'ailleurs, on avait une personne qui était en immersion professionnelle, c'est-à-dire que c'est gratuit pour l'entreprise et c'est simple pour le demandeur d'emploi. Ça lui permet de découvrir l'entreprise sur les différents postes de travail avant de prendre, au bout de 15 jours, un CDI de développement commercial. Et on précise que c'est pas de l'emploi gratuit, ça dure 5 jours en moyenne, c'est de l'observation. Il y a un tuteur qui est chargé de montrer les différents métiers. C'est que des outils qui sont gagnant-gagnant. Vous savez, en fait, un CDI, on parle du CDI. Le CDI, bien sûr que c'est un bon outil, mais il y en a 30% qui finissent pas la fin de l'année. Et ça, c'est un échec pour la personne, c'est un échec pour l'entreprise. Et donc, France Travail amène en fait des modes de recrutement inclusifs qui font que, du coup, on va regarder les talents, on gratte un petit peu derrière le CV ce qu'il y a comme potentiel. Toujours à Romorantin, j'avais un stade vers l'emploi. Alors là, on a fait un stade vers l'emploi. C'était une première. C'est quoi un stade vers l'emploi? Expliquez. 100% féminin. Un stade vers l'emploi, c'est simple. Moi, je crois beaucoup au sport. Sport et travail, c'est un petit peu les deux facettes d'une même pièce. En tout cas, sur les valeurs, sur l'ADN. Et donc, on invite en moyenne une centaine de demandeurs d'emploi. Là, en l'occurrence, hier, c'était exceptionnel. On avait 159 candidates, chercheuses d'emploi. On invite une quinzaine d'employeurs. Là, on en avait une trentaine. D'ailleurs, là, c'était que des recruteuses parce qu'il fallait pas qu'elles se fassent voir. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent tous en jogging ou en short. Et on mélange. Et elles font du sport. Personne ne sait qui est qui. Et on fait du sport pendant 1h30, 2 heures. On a des partenariats maintenant avec le foot, avec le rugby, avec le basketball. Hier, c'était du FOLEP, c'était du multisport. Là-dessus, évidemment, on n'a pas besoin d'être champion du monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais comme ça, on se découvre différemment à travers tout un tas d'ateliers. Ensuite, un petit gueuleton à midi. Et c'est que à 14h, enfin à 13h45 hier plus précisément, qu'on lève l'anonymat. Ah bon, toi tu recrutes au centre hospitalier ou au McDonald's qui ouvre ou... On le voit pas, on le sait pas, on le sent pas avant? Eh ben non. Parce que d'abord, ça casse les préjugés et les projections qu'on fait les uns sur les autres. 2, ça crée aussi une atmosphère qui désacralise un petit peu parce qu'au final...
Un emploi qui est réussi, c'est une rencontre entre des personnes, entre des projets d'entreprise et des projets personnels là-dessus. Et donc, le stade vers l'emploi, mais je pourrais vous parler, vous savez, France Travail ne cesse d'innover. Je pourrais vous parler des restaurants éphémères, des entreprises éphémères. Je pourrais vous parler de l'art d'accéder à l'emploi, où à travers une expérience dans un musée, on va se découvrir autrement. Et à la fin, c'est du concret. Derrière un stade vers l'emploi, on a inventé ça à Anzin. C'est ça l'avantage de France Travail, c'est qu'on est partout en France. Cette année, on a fait 500 opérations, 63% de taux de retour à l'emploi. Et ça casse les codes. Et on souffre trop. Et d'ailleurs, si on analyse, là, je reprends, voilà, je passe de Romorantin et de cette expérience très concrète. Si on change un peu de focale, pourquoi on a un taux d'emploi inférieur au reste de pas mal de pays européens? On n'est qu'à 69%. Parce que les jeunes, on ne sait pas bien les accueillir sur le marché du travail. Parce que les personnes seniors, passées 55 ans, ça devient très compliqué pour elles. Et c'est pour ça qu'on est à 69%, là où les Allemands sont à 75%, où les Hollandais, les pays du Nord sont à 80%. D'ailleurs, ces pays-là ont des taux d'emploi des jeunes et des seniors qui sont beaucoup plus élevés. Exactement. Et donc, vous voyez bien que c'est pas juste une question d'adéquation, mais c'est aussi une capacité à accompagner le changement culturel auprès de nos employeurs. Alors, si on reste sur cette adéquation, vous utilisez maintenant beaucoup l'intelligence artificielle pour organiser justement cette rencontre, ce matching entre les offres et les candidats. Notamment, vous avez un outil qui s'appelle Match France Travail, Match FT, qui accélère le matching entre les candidats et les postes. Alors, c'est assez drôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Et surtout, moi, j'ai été très impressionné par les résultats qui sont de ce match FT, des réponses dans les 19 minutes et le choix d'un candidat à présenter en 5 heures dans les 2 régions où l'outil a été testé. Expliquez-nous comment ça marche. C'est un des outils de l'IA. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'IA se nourrit de la data. Et donc il faut de la data, c'est la base de la énorme base. chantier, évidemment, sur la data, si on a l'occasion d'y revenir. Ouais. Parmi les différents objets qu'on développe, il y a notamment, effectivement, MatchFT, qui est un petit peu le cœur quand même de ce qu'on peut attendre d'un service public de l'emploi. Quand je dépose une offre à France Travail, comment vous pouvez m'aider à m'envoyer des bons candidats? C'est d'ailleurs ce que nous reprochent parfois certaines entreprises, c'est-à-dire vous êtes sympathique, mais vous nous envoyez 40 candidatures, pas qui toujours correspondent pas au profil recherché. Totalement correspondantes. MatchFT, c'est simple. Vous avez une offre d'emploi, par exemple, si vous étiez dans les Pays de Loire, allez à Nantes, vous cherchez un magasinier cariste, l'offre va arriver dans notre système. Il y a d'abord une IA statistique qui va aller chercher dans les 7 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, celles qui statistiquement ont le plus de chances de correspondre à cette offre, compte tenu peut-être de leur expérience, de leurs compétences, de ce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient envie de faire, mais aussi de est-ce qu'ils habitent à 3 km ou à 25 km de l'endroit où... Est-ce que, ça démarre à 6 heures le matin, est-ce que la personne nous a dit que... Elle était véhiculée. Elle était véhiculée, ou qu'elle avait une problématique de garde d'enfants. Est-ce qu'elle est intéressée par le job? Évidemment. A priori, parce que statistiquement, ça ne peut être qu'a priori. Une fois qu'on a le scoring, donc très concrètement, c'est une liste de noms de personnes qui correspondent. Exactement, qui vont apparaître. À 93%, elle correspond, elle à 92, et puis elle à 90. Eh bien, la première personne sur la liste va commencer à recevoir, et c'est là où l'IA générative rentre en jeu. On va lui envoyer automatiquement un SMS. Bonjour madame ou bonjour monsieur, votre assistant, l'assistant virtuel de votre conseillère ou de votre conseiller a identifié une offre susceptible de vous intéresser. Voilà laquelle. Là, il peut y avoir tout un tas d'échanges automatiques, en fait, où la personne va dire oui, d'accord, mais c'est payé combien? Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Et l'intelligence artificielle va aussi l'interroger sur est-ce que vous avez bien vu que ça démarre à 6 heures et que du coup, le bus ne fonctionne pas à cette heure-ci? Donc, pour valider, en fait, toutes ces choses-là. Et effectivement, une fois que l'IA est passée par là, elle s'est assurée que ça correspondait avec la personne. Et là, c'est notre conseiller France Travail qui va l'appeler. Du coup, on fait économiser un temps considérable de temps administratif et de temps aussi d'appel, où finalement, il fallait appeler 20 personnes, 3 minutes, de façon un petit peu imparfaite pour pouvoir envoyer... les personnes sont pré-ciblées, donc on sait qu'a priori, elles correspondent aux Exactement. Et là, on peut derrière faire le travail d'approfondissement et de mise en connexion avec l'entreprise et faire réussir finalement la... Ça sera déployé quand, ça, sur l'ensemble du territoire? Bien, écoutez, comme la transformation qu'on conduit à France Travail, moi, je ne crois que à la démonstration par la preuve. Et donc, à chaque fois, on teste. Donc là, concrètement, ce projet-là, on l'a démarré au départ dans... 2 régions, je crois. Même pas. 9 agences d'abord. 9 agences et 27 conseillers. Et puis, de là, tiens, ça marche.
c'est prometteur. Là, c'est vrai qu'on est passé sur 2 régions complètes, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et là, on doit travailler. En quoi ça impacte notre modèle opérationnel? Quelle formation il faut qu'on amène à nos conseillers? À quel modèle économique tout cela aboutit? Donc, on est dans cette phase-là. Et l'objectif, c'est si on valide un petit peu toutes ces conditions, effectivement, ça sera un déploiement national, toute France, j'espère, à la fin 2025. Ça apporte un changement considérable sur le marché du travail français et ça peut être facteur de compétitivité, de fluidité et de bonne adéquation pour aider les gens à trouver le bon emploi. Vous savez, c'est quand même dommage de laisser des personnes avec un travail à 40 km quand ils pourraient avoir le même à 5 km. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir? Maintenant, je suis pas en train de vous dire que que ça va résoudre tous les problèmes, mais là, on a un potentiel quand même avec les innovations qui sont sorties, qui sont quand même assez prometteuses. L'IA, c'est aussi pour les salariés de Pôle emploi. Vous avez mis en place ChatFT. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte aux conseillers Pôle emploi? ChatFT, pareil, on a démarré au départ avec, on va dire, une petite communauté de conseillers. Maintenant, ça y est, c'est déployé auprès de toutes nos équipes France Travail. Il y a plus de 30 000 personnes, donc tout le monde n'a pas encore complètement intégré ça dans son quotidien, mais il y a plus de 30 000 qui l'utilisent quotidiennement. ChatFT, c'est, vous voyez ChatGPT, on va dire que c'est une inspiration de type ChatGPT, sauf que, d'abord, on l'intègre dans un environnement qui est totalement sécurisé, pour pas avoir un partage de données avec des acteurs extérieurs. 2, ensuite, on accompagne des cas d'usage. Donc, j'étais dans une agence il n'y a pas très longtemps avec un conseiller pour l'accompagnement de demandeurs d'emploi qui avaient besoin de refaire leur CV, de préparer des lettres de motivation adaptées. Là, en l'occurrence, si on avait il devait adapter sa lettre de motivation une fois pour un poste en agent de propreté et une fois pour un poste de conducteur de ligne en industrie. Et donc, et le conseiller, en fait, là où avant, il mettait 45 minutes pour un résultat qu'il considérait comme insatisfaisant, là, en 10 minutes, il faisait aboutir l'exercice en associant bien la personne à la production de cette lettre. Mais ça peut être aussi pour gagner du temps sur beaucoup de temps administratif. Vous savez, dans nos organisations, il y a beaucoup de temps perdu à l'administratif. Et donc ça fait partie de la transformation, c'est de faire la chasse à toutes ces procédures et à tous ces temps administratifs qui nous rend moins efficaces et qui font qu'on a moins de temps humain. Donc on libère ça, donc on a un gros plan d'efficience. L'IA y participe avec ChatFT, c'est des centaines de cas d'usage. Une directrice d'agence, ses entretiens annuels, avant elle mettait 1h30 pour les préparer, maintenant elle met 15 minutes. Et je pourrais vous en sortir comme ça des exemples à foison. Et ça, c'est du temps à faible valeur ajoutée qu'on transforme en temps à forte valeur ajoutée humaine parce qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux sur France Travail. Je vous rappelle quand même qu'on a 1 500 000 personnes qui se sont inscrites sur le mois de janvier et sur les mois qui vont suivre de plus RSA et avec des personnes qui ont des énormes besoins, qu'on doit accompagner les entreprises, passer de 100 000 à 600 000 entreprises accompagnées chaque année en prospection. Le contrôle de la recherche d'emploi, on passe de 500 000 à 1 500 000. Accompagner les sortants de lycées professionnels, les personnes qui sont en situation de handicap. Donc on a des défis qui sont immenses, mais des moyens qui sont contraints. Et donc, la seule réponse à ça, c'est l'efficience. Et ça tombe bien parce que l'IA le permet. L'IA est un des leviers pour l'atteindre. Alors justement, il y a une nouveauté dans ce podcast. Il s'agit d'une question posée par l'intelligence artificielle. Je m'explique. J'ai demandé à l'intelligence artificielle générative de SIA, qui s'appelle SIA GPT Next, de te poser une question en lien avec l'ensemble des transformations en cours chez France Travail que je lui avais préalablement indiquées. SIA GPT Next m'a fait 5 propositions. J'en ai retenu une. Tu l'écoutes et tu réponds dans la foulée. La transformation digitale de Pôle emploi en France Travail s'accompagne d'une promesse de personnalisation accrue des services. Comment comptez-vous équilibrer l'utilisation des algorithmes et le maintien d'une relation humaine dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, notamment de ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail ? Il y a une réponse pratique et une réponse générale. La réponse générale, c'est que d'abord, toutes les innovations qu'on porte, il y a une méthode. Et cette méthode, c'est qu'on le fait avec les conseillers, avec les équipes sur le terrain, pour pouvoir tester et voir en quoi ça fait bouger la ligne et trouver cette bonne alliance, en fait, de travail entre ce que peut proposer le numérique
et ce qui est essentiel, c'est-à-dire la relation humaine. Et à quel moment elle doit intervenir et de quelle façon. Ça, c'est la réponse générale. Ensuite, de façon plus pratico-pratique. Vous savez, par exemple, on est en train de refondre totalement nos applications. Je parle moi de compagnons numériques en fait. Parce que d'ailleurs, les candidats, les chercheurs d'emploi, ils aiment bien être le plus autonome possible. Mais de manière générale, dans la vie, on préfère être autonome. Et donc, nos applicatifs, ils sont conçus comme des compagnons numériques pour que, au fur et à mesure, en fonction, et c'est là où en fait on a un gros travail de personnalisation, c'est en fonction des aspirations des personnes, de leurs besoins, etc. Bah tiens, si j'ai envie de faire de la création d'entreprise ou si quel est l'accompagnement et l'offre de services qu'on va lui mettre à disposition. On a développé une appli qu'on a testée d'abord auprès des jeunes et qui cartonne. Et les jeunes, par exemple, ce qu'ils avaient besoin, eux, c'est de ne pas avoir besoin d'attendre 3 semaines d'avoir un rendez-vous avec leur conseiller pour pouvoir leur poser une petite question. Donc, on leur a mis en place une sorte de messagerie instantanée là-dessus. 3 à 4 contacts par semaine là-dessus. C'est plébiscité par les conseillers, c'est plébiscité par les jeunes, et du coup, ça rend l'accompagnement beaucoup plus dynamique. Mais, les offres d'emploi, mais en fonction de ce que je recherche, les immersions, les stages, les découvertes métiers. Et donc, en fait, on a tout un tas d'ingrédients, et le compagnon numérique vient amener les bons services en fonction de la typologie de la personne, de ses besoins du moment là-dessus. Vous allez me dire... c'est pas non plus transcendant. Vous savez, je regardais les applications sportives, par exemple. Si on fait un peu de... aujourd'hui, si vous avez envie de perdre 5 kilos ou de vous préparer à un 10 km, vous avez des applications qui vous accompagnent et qui s'adaptent et qui vont vous encourager, etc. Ben, ça... C'est quelque chose que moi, je souhaite mettre dans la main de tous les Français pour qu'ils sachent qu'ils sont jamais seuls. Et ensuite, l'humain. L'humain, évidemment qu'il est essentiel, on a besoin de relations humaines, mais tout le monde n'a pas besoin des mêmes relations humaines avec la même intensité au même moment. Et c'est là où tous les gains qu'on est en train de faire sur l'administratif et qu'on va faire sur le temps administratif, ça va être pour redéployer nos conseillers qui, eux, se lèvent tous les matins pour être à l'écoute des gens, de mettre de l'empathie, de mettre du soutien sur ceux qui, à un moment donné, en ont le plus besoin et où ils vont avoir besoin d'un coaching un petit peu plus important. Et ce lien homme-machine, c'est à mon avis quelque chose qui est extrêmement précieux pour le métier de France Travail. Alors, tu le disais tout à l'heure, l'autre cible de France Travail, ce sont les entreprises qui font appel à vos services. Un sujet qu'on connaît bien chez SIA, puisqu'on a réalisé l'an dernier avec Marion Canode une étude sur la perception et les attentes des entreprises en matière d'offres de services entreprises de France Travail. Le résultat a été plutôt mitigé. Pour faire simple, les entreprises qui font appel à vous vous adorent, et celles qui ne vous connaissent pas ou qui ont eu une relation il y a très longtemps, parfois du temps de la NPE, vous juge assez mal. Depuis, tu as créé France Travail Pro, qui vise à devenir le partenaire RH des entreprises qui embauchent pour les aider à recruter plus simplement et plus rapidement, à mieux pourvoir tous les besoins, notamment dans les secteurs en tension. Alors, comment fonctionne ce France Travail Pro? C'est quoi les objectifs et en quoi ça change avec l'existant, et sans forcément remonter à l'ère Michel Bon dans les années 90, qui a été le premier à vouloir orienter, à l'époque, la NPE vers le monde des entreprises? D'abord, merci effectivement pour cette étude, parce qu'elle a été assez précieuse finalement pour ou conforter des directions qu'on s'était données ou les affiner. France Travail Pro, et vous l'avez dit un petit peu dans votre question, le paradoxe, c'est que ces dernières années, on a quand même vraiment bien amélioré les services aux entreprises. Je le dis d'autant plus simplement que c'est mon prédécesseur avec ses équipes qui ont mis ça en place. Jean Basser, voilà, que je salue si jamais il a l'occasion. Oui, il va écouter. Ah bon. Et donc, on est à 87% de taux de satisfaction des entreprises. Parce que effectivement, et là, moi, j'étais chef d'entreprise pendant quelques années, je peux vous dire que les services, c'est incroyable tout ce qui a été inventé ces derniers temps. On n'imagine pas tout ce que France Travail est capable de faire. On parlait de l'immersion, on n'a pas parlé des préparations opérationnelles à l'embauche qui vous payent une formation pour que la personne soit prête à l'emploi. Bref, il y a énormément de choses. Sauf que les entreprises de plus de 50 salariés, elles ont compris et elles accèdent à nos services, mais les moins de 50, qui sont quand même celles qui représentent 70% du recrutement dans ce pays, c'était pas assez simple, pas assez accessible. Et donc France Travail Pro, c'est 6000 conseillers entreprises, c'est la promesse d'avoir un référent pour chacune des entreprises. C'est ce qu'elle nous demande, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs dans votre écoute, c'est qui j'appelle concrètement, quel 06, et quand j'ai une galère, c'est aussi des services un petit peu plus adaptés à la réalité de notre quotidien. Quand je suis commerçant, artisan ou que j'ai ma petite entreprise, oui, l'administratif, parfois je le fais le samedi matin ou je le fais après mon chantier, passé 18h ou dans les embouteillages le matin avant d'arriver sur le
chantier. Ouverture de 7h30 à 20h, 6 jours sur 7 pour être accessible beaucoup plus. Essayer de repenser aussi tous nos services et l'accessibilité de tous nos services en fonction de l'utilisateur, du client. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Et on a mis en place ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS, à la fois comme indicateur stratégique de performance de l'ensemble de notre transformation. Concrètement, est-ce que moi, demandeur d'emploi, est-ce que chercheur d'emploi, est-ce que moi, employeur, je suis très satisfait des services de France Travail, et est-ce que nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui sont insatisfaits ou satisfaits? Et ce qu'on fait au niveau général, il n'y a plus maintenant un seul service que nous déployons, un seul outil numérique qui ne va pas être estimé à l'aune de ce NPS pour que la satisfaction des entreprises soit au cœur de notre transformation. Ça veut dire aussi que France Travail Pro va vers les entreprises. Il y a le fameux aller vers qui vous manquait jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous ne traitiez que les demandes entrantes, mais vous n'alliez pas vers les entreprises pour recueillir leurs besoins. Ça change, ça aussi? Ah oui, 100 000 contacts en 2023. Sur le deuxième semestre 2024, au moment où on a lancé France Travail Pro, on est passé à 160 000 entreprises contactées. On va passer à 400 000. On a comme objectif au moins 400 000 en 2025 et d'aller au moins sur les 600 000 et en tout cas autant que nécessaire. Aller vers les entreprises, c'est à la fois venir leur présenter les offres et qu'ils puissent s'en saisir, et notamment les petites entreprises, mais ça a aussi des effets emploi considérables, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui renoncent à recruter ou ne prennent pas le temps de recruter, quitte à parfois se mettre en difficulté, les chefs d'entreprise eux-mêmes ou leurs entreprises, et donc c'est pour ça qu'on est France Travail un investissement pour créer de l'emploi. Sur les 160 000 entreprises visitées, on a fait une étude, une évaluation, c'est 30 000 emplois qui ont été créés, qui n'auraient pas été créés si on n'avait pas accompagné les entreprises là-dessus. 30 000. Et donc, vous voyez, on a des effets de levier qui peuvent être assez importants, y compris sur la dépense publique. Parce que si on réduit le nombre d'offres non pourvues, on est entre 350 000 et 500 000 offres non pourvues. Si on réduit les délais de recrutement et si on va au-devant des entreprises pour susciter la création d'emplois, c'est des centaines de milliers d'emplois supplémentaires et donc des personnes qui, au lieu d'être au chômage, vont se retrouver à contribuer à notre modèle économique. D'ailleurs, vous êtes très clair, c'est-à-dire vous dites que le plan d'investissement et d'efficience que vous lancez, qui court sur 3 ans, doit permettre de ramener un retour sur investissement de 7 milliards d'euros en économie, de créer 450 000 emplois. C'est ça. Et vous savez, quand on conduit en fait une entreprise publique comme celle-ci, et peut-être tout particulièrement dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, nous sommes financés d'abord par l'UNEDIC, donc par les cotisations des entreprises et d'une certaine manière des salariés et aussi évidemment de l'État. Donc nous sommes comptables de chaque euro que nous investissons. Et je parle bien d'investissement parce que je pense que France Travail est un excellent investissement pour le pays, mais on démontre derrière, et on doit démontrer chaque fois que derrière un euro qu'on a investi, c'est des euros en moins de dépenses ou des euros en plus de production de richesse pour le pays. Et c'est à l'aune aussi de ce retour sur investissement que nous priorisons nos choix, nos activités et nos actions. Il y a juste un dernier point, un dernier exercice auquel tu dois te plier. C'est un portrait chinois en 10 questions auquel il te faut répondre du tac au tac, presque sans réfléchir. Si tu sèches, tu peux passer, mais tu peux pas appeler un ami. Quelle est ta devise professionnelle si tu en as une ? J'en ai pas une, j'ai plein d'inspirations. Je sais pas, celle qui me vient là, c'est que j'aime bien, c'est qui vient au monde sans ne rien troubler, ne mérite ni égard ni patience. Je pense qu'il faut faire preuve d'audace et ne pas avoir peur d'essayer de faire bouger les lignes pour améliorer les choses. Surtout quand on occupe le poste que tu as aujourd'hui, effectivement. Ton principal geste écolo pour réduire ton empreinte carbone ? Le compost, surtout que j'ai un frangin qui est le roi du compost en France avec les alchimistes. Mais c'est aussi la trajectoire carbone qu'on conduit avec France Travail qui peut avoir un impact qui a déjà un impact assez monumental sur ce sujet. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ?
En fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelait La Cité de la Joie Dominique Lapierre. Voilà, de Dominique Lapierre. Et j'ai voulu me dire, une fois que j'aurai terminé mes études, j'irai à Calcutta. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'y étais pendant 7 années à travailler avec les enfants des rues. Et puis, à un moment donné, j'ai eu à faire un choix au sortir de mon école de commerce, soit m'installer à Calcutta pour conduire ces activités associatives, soit créer ma première entreprise sociale en France. Et je me suis dit que la relation de soutien, d'aide ou d'entraide est déjà tellement complexe que de le faire dans une autre culture, là où notre pays avait tant besoin. Et c'est pour ça que je suis parti dans cet entrepreneuriat social. Le héros réel ou fictif qui t'inspire au quotidien? Oh, j'en ai plein. Moi, j'ai Martin Luther King, Mandela, mais j'ai aussi, en fait, surtout plein de héros du quotidien, parce que j'ai eu la chance à travers ma vie. Vous savez, moi, j'étais travailleur social, j'ai accompagné des jeunes dans des missions humanitaires, etc. Et en fait, mes principaux héros qui m'inspirent au quotidien, c'est ces femmes et ces hommes avec qui j'ai fait un bout de chemin et où, malgré l'immense difficulté dans lesquelles parfois ils pouvaient être, malgré le sort difficile que la vie leur avait réservé, montrer une capacité de résilience et de courage qui méritent que nous nous mobilisions à leur côté. Ton mode de transport préféré? Ça dépend. Le VTT avec les copains, ça c'est sûr. Mais sinon, honnêtement, je prends beaucoup le train, puisqu'on a 896 agences et que c'est très important d'être sur le terrain au contact avec mes équipes. La qualité première d'un conseiller France Travail? L'écoute et d'être bien dans sa peau. Pour être en réelle écoute et soutien de ceux qui viennent frapper à sa porte. Ton endroit préféré dans le monde pour décompresser, à part la ville du Touquet? Franchement, être à ma famille en vadrouille avec la tente quechua dans le coffre et puis la perspective de la poser dans un camping sympathique ou dans un coin de nature. Merci Thibaut de ta participation au podcast de l'hypertransformation Bassia. Est-ce que tu as un mot de conclusion, une dernière pensée à nous partager en réponse à une question que je ne t'aurais pas posée? Je crois que France Travail, c'est une magnifique entreprise à mission. On a la chance, nous, en fait, de n'être centrés que sur une mission d'intérêt général. Et du coup, je constate au quotidien la mobilisation, l'engagement des équipes, mais aussi de toutes les parties prenantes, les partenaires privés, associatifs, à servir cette cause-là. Et donc, je pense que c'est très important, que ce soit dans une transformation ou pour guider des enjeux comme cela, d'être toujours drivé par le sens. Et nous, il est absolument naturel. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hypertransformation Bassia pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité sera Cécile Belliot, la directrice générale du groupe Bell. Merci à tous.